Août 1901. Dans le train qui file vers l'ouest, assise sur la banquette de 3e classe, une vieille femme seule et fatiguée. Il y a quelques jours encore, habillée en cow-boy, elle paradait sur son cheval devant une foule de curieux qui se pressaient pour la découvrir en chair et en os. Qui pourrait se douter qu'elle fût une des plus grandes légendes de l'Ouest? Elle a combattu les Indiens aux côtés du général Custer, vu Deadwood sortir de terre et fréquenté Buffalo Bill. Elle était la terreur des plaines, la scandaleuse des saloons, la justicière invincible. Elle a enflammé les imaginations, fait rêver les foules. Mais personne n'a jamais su qui elle était vraiment. Son nom était Martha Canary. Son nom est Calamity Jane. Au milieu du 19e siècle, les tout jeunes États-Unis d'Amérique, indépendants depuis 1776, étaient scindés en deux. C'était l'époque de la frontière. À l'Est, des millions d'immigrants débarquaient dans l'espoir d'une vie meilleure et s'entassaient dans les villes. La civilisation venue du vieux continent se développait à toute vitesse. À l'Ouest, une vaste étendue encore sauvage, peuplée de nombreuses tribus amérindiennes. Sur ordre du gouvernement, leurs terres sacrées étaient protégées par des traités de paix. Mais elles devinrent l'objet de toutes les convoitises le jour où l'on y découvrit de l'or. Ce fut le début de la conquête de l'Ouest. Des centaines de milliers de pionniers partirent à l'assaut du Nouveau Monde. Des chercheurs d'or, des fermiers, des cow-boys. Et parmi eux, une femme pas comme les autres. Lorsqu'on évoque l'Ouest américain, le personnage féminin incontournable, c'est Calamity Jane. En 1880, elle était la femme la plus célèbre d'Amérique. La première héroïne de l'histoire des États-Unis, une légende vivante. À Custer, dans le Sud Dakota, on donnait son nom à la cime d'un rocher. À Philadelphie, elle était l'héroïne d'une pièce de théâtre jouée à guichet fermé. À New York, elle était la reine des plaines, protégeant les plus faibles et défiant les plus forts. Les aventures de la femme cow-boy qui incarnait le Far West sauvage fascinaient les gens de l'Est. Quand elle arrivait en ville, elle créait l'événement. On voulait trinquer avec elle. Les journalistes se ruaient pour l'interviewer. Well, in settling the American West, you have to realize that many of the people, if not the majority, came from the East. Ceux qui ont colonisé l'Ouest américain venaient en grande majorité de l'Est du pays. Et ils ont tenu à y reproduire leur civilisation, leur culture. Cette société consistait en une communauté organisée, des commerces pour se fournir en biens et un journal. Dès l'origine, la presse était donc l'un des piliers de la communauté. La plupart de ces tout premiers journaux étaient des hebdomadaires qui ne comprenaient que 4 pages. Ce qui veut dire qu'un journal qui paraissait le jeudi ou le vendredi était lu
relue encore et encore, jusqu'à la nouvelle parution la semaine suivante. with 4 pages of news. La plupart des journaux étaient ravis de mettre Calamity Jane dans leur colonne, parce qu'elle était haute en couleur. Elle faisait des choses que les autres femmes ne faisaient pas traditionnellement, comme s'habiller avec des vêtements d'hommes ou traîner dans les bars. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées dans les bars. La seule femme tolérée dans un bar, c'était Calamity Jane. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à se faire accepter. Elle rêvait d'être libre comme les hommes. Revolver au poing, cigarette au bec. Il est communément admis qu'il y avait très peu de femmes dans l'Ouest, alors qu'un grand nombre de familles s'y sont installées. Les femmes devaient travailler aux côtés des hommes. Elles labouraient les champs, elles aidaient à s'occuper du bétail. Elles n'avaient pas vraiment de vie, c'était très éprouvant. Si vous regardez les images de ces pionnières, vous constaterez qu'elles sont extrêmement marquées. Elles sont vieilles avant l'âge. Elles avaient une vie très dure. D'ailleurs, nombre d'entre elles devenaient folles. Dans le Nebraska, le vent souffle constamment. Et certaines de ces femmes étaient si seules là-bas, livrées à elles-mêmes, qu'elles n'ont tout simplement pas supporté l'isolement, le souffle du vent et la solitude environnante. Et elles en devenaient folles. Avec son cheval, son colt et ses pantalons de cow-boy, Calamity Jane refusait de se plier aux conventions. Elle était hors norme. Elle se moquait du qu'en dira-t-on. Son comportement libre et indépendant intriguait, mais suscitait aussi de la méfiance, provoquait parfois le scandale et lui attirait toujours des ennuis. Elle s'est retrouvée en prison plusieurs fois pour troubles à l'ordre public. Une fois, elle fut arrêtée en sortant d'un magasin avec des vêtements qu'elle n'avait pas payés, ce qui s'assimilait à du vol, et elle fut acquittée. Mais elle séjourna de nombreuses nuits en prison pour ivresse et troubles à l'ordre public. Billy the Kid, les Dalton, Jesse James. Comme ces célèbres hors-la-loi, Calamity Jane défrayait parfois la chronique. On racontait même qu'elle était la compagne d'un certain Bill Bevans, un chef de gang qui braquait des diligences. La presse sensation a affirmé qu'elle était non seulement farouche, mais qu'elle était une hors-la-loi et qu'elle avait pris part à des hold-up, voire même à des meurtres. Les preuves sont très minces, même si Calamity ne nous éclaire pas beaucoup à ce sujet, puisque elle-même racontait qu'elle fréquentait en effet des hors-la-loi. L'histoire néglige souvent une autre facette de Martha Canary, sa vraie nature de femme. Les gens seraient surpris d'apprendre que son rêve le plus cher était de se marier et de fonder une famille. Certaines histoires rapportent qu'elle déambulait dans les rues de Deadwood au bras d'un homme et qu'elle se vantait de s'être mariée et rangée. Elle eut au moins 2 enfants. Le premier fut un garçon qui mourut en bas âge, et le deuxième était une fille qu'elle aimait éperdument. Le problème est qu'elle ne pouvait pas maintenir une relation stable pour plusieurs raisons. D'abord à cause de son mode de vie, ensuite à cause de son alcoolisme.
Il est probable qu'elle soit tombée dans l'alcoolisme assez jeune, au cours de son adolescence. Elle était incapable de tenir longtemps sans boire. Le problème, c'est que Martha Canary, alcoolique, devait s'occuper de sa fille. Et celle-ci a probablement dû être confiée ça et là à des amis. Cette petite fille a probablement connu une enfance épouvantable. Tout comme Martha. Dans un sens, elle a reproduit sa propre enfance sur sa fille. C'est à Princeton, dans l'État du Missouri, que Martha Canary voit le jour en 1856. Aînée d'une fratrie de plusieurs enfants, elle a vécu ses premières années dans une modeste ferme battue par les vents. Ses parents, Robert et Charlotte, des paysans miséreux, tentaient de survivre sur un sol peu fertile. Dans le voisinage, ils avaient mauvaise réputation. Robert était joueur et Charlotte buvait. En 1864, incapables de subvenir aux besoins de la famille, criblés de dettes, les Canaries n'eurent pas d'autre choix que de vendre leur ferme pour une bouchée de pain et quitter le Missouri pour échapper aux poursuites. L'année précédente, de l'or avait été découvert non loin de Virginia City, dans le Montana. Comme des milliers d'autres pionniers, Robert Canary et sa famille partirent pour l'Ouest. Ils étaient en quête de prospérité. Ils subissaient la dépression économique et ils avaient besoin d'argent. Ils espéraient le trouver là, dans cet Eldorado. Ils savaient qu'ils ne trouveraient pas de rue pavée d'or et que les mines ne seraient pas immenses, mais ils l'espéraient quand même. À leur arrivée, ils avaient donc à l'esprit qu'ils allaient devenir riches, mais la réalité fut bien différente. À la place, ils ont trouvé le froid, la faim. Il n'y avait pas assez de provisions. Avec un peu de chance, ils tombaient sur un bon filon, mais en général, c'étaient les mineurs les plus expérimentés qui les trouvaient en premier. Grâce à la vente de la ferme, les Canaries avaient pu réunir la somme nécessaire au voyage. C'est à bord de leur chariot qu'ils rejoignirent un convoi de pionniers sur la piste de l'Oregon. Martha avait 8 ans. Pour la première fois, elle se retrouvait sur les routes sans savoir ce qui l'attendait. La piste de l'Oregon était le chemin emprunté par les migrants depuis le tout début du 19e siècle. La route partait de la rivière Missouri, traversait le Nebraska, le Wyoming, l'Idaho jusqu'à l'État de l'Oregon. Plus de 350 000 pionniers ont parcouru cette piste entre 1841 et 1869. Et nous parlons là d'un trajet de plus de 3000 km pour lequel il fallait compter 4 à 5 mois de voyage. Les pionniers parcouraient rarement plus de 20 km par jour. Ils vivaient dans un grand dénuement. En 1864, l'année où Martha emprunta la piste, près de 20 000 personnes avaient déjà trouvé la mort sur la route de l'Oregon. Malgré ces conditions extrêmes, les convois obéissaient à une organisation sociale rigoureuse. La répartition des tâches entre hommes et femmes était respectée. Robert n'ayant personne d'autre pour l'aider à s'occuper des chevaux, c'est Martha qui fut mise à contribution. C'est à partir de ce moment que Calamity a compris que les tâches des hommes
était bien plus amusante que celle des femmes. Ils passaient leur temps dehors, libres, sur leurs chevaux, tandis qu'elles restaient à l'arrière à cuisiner ou à s'occuper des enfants et des malades. Pour Martha, le choix était vite fait. À l'origine, le véritable Ouest américain était un endroit merveilleux où il faisait bon vivre. Il n'y avait aucune tradition à rompre, tout était à construire. C'était un nouveau départ. Et à chaque fois que vous entrepreniez quelque chose de nouveau, tout était possible. Je pense que c'est ça qui a créé l'Ouest américain. Les gens continuent de rêver de liberté, d'indépendance, de partir loin au galop, tel un cow-boy. Pour quelle raison? Parce que c'est le symbole de la liberté en Amérique. Sur la piste de l'Oregon, Independence Rock. Baptisé en référence à la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, cet immense rocher était une étape incontournable du périple. Les pionniers venaient y graver leur nom et la date de leur passage. Un rituel qui symbolisait leur voyage vers la liberté. Quelques mois après l'arrivée des Canaries, en décembre 1864, un article paru dans la presse locale évoquait une fillette du nom de Canary, sa petite sœur et un petit bébé. Cet hiver-là était l'un des plus rudes de l'histoire du Montana. Il neigeait, il faisait incroyablement froid et il était impossible d'acheminer des provisions. Et ces enfants frappaient à chaque porte pour mendier de la nourriture. L'auteur de l'article est très critique à l'égard des parents. Il décrit la mère comme une femme de bas étage et le père comme un joueur invétéré. La mère de Martha buvait, fumait des cigares, fréquentait d'autres hommes. Elle était ce qu'on appelle une gueularde. À bien y regarder, le contraste entre la piste de l'Oregon, cette vie si amusante et pleine d'aventures, et la misère à Virginia City, ce contraste résume bien la vie de Martha. Heureuse quand elle est sur la route, mais dès qu'elle se pose, les ennuis commencent. Mal vus à cause de leur vie instable et dissolue, croulant sous le poids des dettes, les Canaries furent contraints de reprendre la route. Mais en chemin, Charlotte fut emportée par la maladie. Peu après, Robert Canary disparaissait à son tour, sans laisser de traces. Personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. Désormais orpheline, Martha fut alors séparée de ses frères et sœurs et placée dans une famille d'accueil à Piémont, dans le Wyoming. À l'époque où Martha est prise en charge par cette famille, l'Union Pacific Railroad achève sa construction vers l'ouest. Les rails avaient remplacé les convois de chariots qu'elle avait jadis connus sur la route du Montana. C'est un tout nouvel épisode de l'histoire qui démarre avec l'avènement du chemin de fer, les villes minières et ferroviaires. À Piémont, Martha arrive donc dans une ville ferroviaire.
La construction du chemin de fer d'Omaha à Sacramento s'est faite en deux parties, l'une venant de l'Est, l'autre de l'Ouest. Elles se rejoignent à Promontory Point, dans l'Utah, scellée par le Golden Spike, un rivet en or. Mais à cause de sa valeur, ce rivet fut retiré et remplacé. Le chemin de fer symbolisait l'union entre l'Est et l'Ouest et l'achèvement de la formation des États-Unis. C'est ici, à Piémont, sur ce plateau battu par les vents, situé à plus de 2000 mètres d'altitude, que la famille Alton accueillit Martha dans leur pension pour voyageurs. En échange du gîte et du couvert, elle devait laver les draps, faire le ménage, préparer les repas. Une vie de labeur monotone pour une adolescente de 12 ans qui rêvait d'autre chose. À Piémont, son comportement inapproprié lui attira des ennuis. Elle buvait, faisait la fête avec les soldats. Et Mme Alton la flanqua à la porte. Ce n'est pas facile de se mettre à la place de la jeune Martha. Elle devait sans cesse trouver un endroit où dormir. Elle agissait selon sa propre volonté. Elle n'avait pas de famille. Tout ce qu'elle a vécu l'a rendue foncièrement indépendante. Donc, quand cette orpheline arrivait quelque part, elle se comportait de façon totalement affranchie, et ce n'était pas ça qu'on attendait d'elle. Et on la mettait à la porte. C'est durant ces années d'adolescence, vagabondant le long de la voie ferrée, qu'elle compléta son éducation à sa manière. Les saloons étaient plutôt sommaires. Ils se résumaient à une façade en bois avec une petite salle à l'arrière. La plupart du temps, on renversait un tonneau, on posait un verre sale et une bouteille de whisky dessus, et nous avions un bar. Les westerns hollywoodiens nous ont donné une fausse idée des saloons de l'Ouest. Car la plupart du temps, ces films mettent en scène des danseuses, des orchestres, des musiciens, des tables de jeux sophistiquées, et tout le monde est tiré à quatre épingles. Mais la réalité était bien loin de la fiction. L'alcool, le jeu, la danse, ces lieux dédiés au bien-être des hommes flirtaient souvent avec d'autres formes de plaisir. Le 3 Mile Hog Ranch était clairement une maison close. On l'appelait le Hog Ranch à cause des hogs, les truies. Beaucoup de soldats stationnaient à la frontière. Ils n'avaient pas de femmes, ils étaient jeunes et prêts à payer. Dans la région, aux abords des postes militaires, il y avait de nombreuses maisons closes, et le 3 Mile Hog Ranch en faisait partie. Mais celui-ci est particulièrement célèbre, car de toute évidence, Martha Canary y a travaillé pendant un temps. À l'époque victorienne, les jeunes femmes étaient sous la responsabilité de leur père.
Plus tard, elles étaient supposées se marier, et c'était alors au tour de leur mari de les entretenir. Et tout se passait bien si elles trouvaient un mari. Pour les autres, il était plus compliqué de se faire une place dans la société. Une femme célibataire livrée à elle-même n'avait que très peu d'alternatives. Et l'une de ces alternatives était la prostitution. Il y avait différents types de prostitution dans l'Ouest. En haut de l'échelle, vous aviez les salons. C'étaient des établissements plutôt chics, avec du bon vin et des femmes élégamment vêtues. Venaient ensuite les bordels classiques, avec des femmes moins séduisantes. Les hommes y consommaient de la bière plutôt que du vin. Enfin, au plus bas de l'échelle, il y avait les baraques. C'étaient de petits cabanons beaucoup moins chers. Les clients venaient nombreux. Les femmes étaient probablement en mauvaise santé et pas vraiment attirantes. À l'époque, on donnait beaucoup de surnoms aux prostituées, des euphémismes délicats, comme Belle mais frêle, un sobriquet plutôt courtois, ou encore Colombe souillée. J'ai une préférence pour fiancée du plus grand nombre, qui est plutôt parlant, et pour épouse de célibataire. La plupart buvaient des alcools forts, du whisky, et un grand nombre d'entre elles prenaient de l'opium, de la morphine, ou du laudanum, un mélange d'alcool et d'opium. Mais cela avait de lourdes conséquences sur leur santé, et ces femmes finissaient par se suicider d'une overdose de morphine ou de laudanum. Et c'était une fin très commune pour beaucoup d'entre elles. En 1874, le gouvernement fédéral viole les traités signés avec les Indiens en envoyant un escadron dans les territoires des Black Hills du Sud Dakota. Cette expédition, menée par le lieutenant-colonel Custer, n'a qu'un seul but, confirmer que l'or se cache bien dans les collines. Ces premières explorations n'étant pas concluantes, le gouvernement ordonne l'année suivante une nouvelle expédition et nomme le professeur de géologie Walter Jenney à sa tête. Le professeur Jenney enseignait à l'école des mines de New York et le gouvernement américain avait besoin d'une véritable expertise quant à la valeur du sol. L'expédition fut lancée depuis Fort Laramie avec comme objectif l'évaluation de ces terres. Le problème, c'est que les territoires des Black Hills étaient absolument sacrés aux yeux des tribus Lakota et Kiowa, car c'était leur terre natale. C'est là que pour eux tout a commencé. Alors que les Blancs voyaient ces terres simplement comme un endroit qui pouvait les rendre riches. C'est donc un choc des cultures entre les Blancs et les Indiens des plaines. Dès qu'il y avait présence d'or, les Blancs envahissaient chaque parcelle des terres indiennes. Martha Canary fait une incursion remarquée dans l'histoire en 1875 lors de l'expédition Jenney. Cela s'explique non seulement par le fait qu'elle se soit introduite clandestinement au sein de l'expédition, mais aussi parce que s'y trouvaient des journalistes venus couvrir l'événement. De plus, le photographe qui les accompagnait a pris un cliché de Martha.
Et la voici au cœur des Black Hills, en tenue d'homme, posant de manière totalement décontractée sur un rocher parmi les soldats. Les soldats qui fréquentaient la prostituée la plus excentrique de la région furent bien surpris de la voir au beau milieu de l'expédition. Pendant la guerre de sécession, des centaines de femmes ont dû se déguiser en hommes pour se battre au sein de l'armée. Elles n'avaient pas le choix car les femmes n'étaient pas autorisées dans les troupes. Mais ce qui différencie Calamity, c'est qu'elle ne cherchait pas à se faire passer pour un homme. Quand bien même elle s'habillait comme eux, elle demeurait elle-même. Elle restait Calamity Jane et ne prétendait pas être Calamity Joe ou qui que ce soit d'autre. Et c'est ça, plus que toute autre chose, qui a pris tout le monde de court. Mais qui était donc cette femme si différente? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Elle n'était pas comme tout le monde. Elle ne ressemblait à personne d'autre. Dans son article, le journaliste du Chicago Tribune décrivait Martha comme une étrange créature vêtue du même uniforme que les soldats de l'oncle Sam. Tout le monde l'appelait Calamity Jane. Elle était capable de monter un cheval ou de conduire des bœufs aussi bien que n'importe quel homme du régiment. Aussitôt l'article parut dans le Chicago Tribune, soudainement Calamity Jane devint nationalement connue. Son nom devient connu. C'est fascinant car elle n'est pas restée longtemps au sein de l'expédition. Une fois que le commandant apprit qu'elle était là, elle fut rapatriée immédiatement. Démasquée une première fois, Martha récidivait quelques mois plus tard en s'embarquant clandestinement au sein du régiment du général Crook. La présence d'or dans les Black Hills ayant été confirmée, Crook avait reçu l'ordre de sécuriser la zone. Une expédition se préparait, partant de Fort Laramie en direction des territoires indiens. Les relations entre les nombreuses tribus et le gouvernement s'envenimaient. La tension était grande. Le président Grant lança un ultimatum aux Cheyennes et aux Lakota, leur ordonnant de se rendre dans les réserves avant le 31 janvier 1875. Faute de quoi, une offensive militaire serait lancée à leur encontre. C'est là qu'a démarré la campagne du général Crook. Parti de Fort Laramie, il mena une opération militaire contre ceux qu'il appelait les ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui refusèrent de se rendre dans les réserves, comme Sitting Bull, Crazy Horse ou Gal. Cependant, il est probable que la plupart des Lakota et des Cheyennes n'aient jamais eu vent de cet ultimatum. Et c'est sans compter tous ceux qui s'étaient éloignés des réserves, car ils étaient en train de chasser. Face à ce qu'il nommait l'intransigeance des sauvages, le gouvernement de Washington lança l'offensive. Malgré leur nombre et leurs fusils automatiques, Crook subit une cuisante défaite à Rosebud le 17 juin 1876. Le 25 juin, à Little Big Horn, Custer et ses hommes, pris dans une embuscade, furent exterminés jusqu'au dernier. Les Américains étaient sous le choc. Pour la première fois, les Indiens étaient plus forts que les Blancs. Dans les journaux, les exploits militaires de Calamity Jane faisaient des gros titres. Certains disaient même qu'elle avait scalpé de nombreux Indiens. Martha Canary fut renvoyée juste avant la première bataille de Crook, la bataille de Rosebud. Sa supposée carrière d'éclaireuse n'est pas allée beaucoup plus loin que ça, et a donc été très brève. Malgré cela, elle était bien connue des soldats du coin. Tous prétendaient l'avoir plus ou moins côtoyée et même connue, mais restaient flous sur les circonstances de ces rencontres. Toujours est-il qu'ils avaient eu vent de sa présence, qui plus est à une année charnière de l'histoire militaire du pays. Et c'est ce moment crucial qui a assis sa légende de guerrière de l'Ouest. Rapatriée à Fort Laramie, Martha restait dans les parages. Elle cherchait de quoi subsister. Peut-être devint-elle lingère pour l'armée, comme la majorité des femmes tolérées au sein des forts. Base militaire mais aussi lieu de ravitaillement pour les chantiers des voies ferrées, les forts étaient organisés en véritables petites villes, avec le quartier des hommes,
celui des femmes, son poste de secours et bien sûr son saloon. Bien qu'il soit interdit aux femmes, Martha le fréquentait assidûment. Mais les officiers du fort ne plaisantaient pas avec les règles. Les jours de paye, Calamity Jane faisait la bringue et se saoulait avec les soldats. On finit par la mettre en prison. À ce moment-là, Wild Bill et sa bande faisaient étape juste au nord de Fort Laramie. C'est alors que les soldats de la garnison leur demandèrent d'emmener Calamity jusqu'à Deadwood, ce qu'ils acceptèrent. La chance souriait une fois de plus à Martha. Alors qu'elle était condamnée à croupir derrière les barreaux, la voilà de nouveau en selle parmi les cow-boys. Son destin allait croiser celui d'une autre légende vivante. Dans les années 1870, Wild Bill Hickok était l'homme le plus célèbre du Far West. C'était le criminel de l'Ouest, le roi de la gâchette, le grand marshal, l'homme qui dégaine plus vite que son ombre. Sans nul doute le personnage le plus fameux de l'Ouest américain. Sur la route de Deadwood, Calamity Jane, Wild Bill et sa bande bivouaquaient souvent la nuit. C'est là, autour du feu de camp, qu'elle se forgea sa réputation de conteuse d'histoires. Un homme du nom de White Eye Anderson rapporta que dès que Calamity commençait à raconter ses histoires, tout le monde se rassemblait autour d'elle tellement elle était douée. Et c'est pourquoi ils aimaient tant l'écouter. C'est un élément clé de sa vie qu'il nous faut garder à l'esprit. Elle était une conteuse truculente. Wild Bill ne se préoccupait pas particulièrement d'elle et n'assistait pas à ses histoires au coin du feu. À en croire certains de ses proches, il n'appréciait pas Calamity Jane. Il n'avait rien à voir avec elle. Et de son côté, Martha le suppliait en permanence de lui donner un peu de son whisky. Mais comme elle faisait route avec la bande de Hickok et qu'elle était un personnage haut en couleur, dans l'inconscient collectif, les gens l'ont associée à Wild Bill dès leur arrivée à Deadwood. L'or trouvé dans les Black Hills avait fait surgir de terre une ville champignon qui allait devenir légendaire, Deadwood. En 1876, les nouveaux arrivants affluaient à Deadwood. Ils ne se préoccupaient pas de savoir où ils allaient vivre. Ils construisaient des huttes de fortune, plantaient des tentes, vivaient dans les chariots. Certains se fabriquèrent des petites cabanes. Les rues étaient sales lorsqu'il pleuvait, lorsqu'il neigeait. Elles étaient souillées par les déjections des troupeaux qui arrivaient en ville et piétinaient les ordures. Il émanait une odeur nauséabonde. Il y avait des saloons à chaque coin de rue. Le whisky coulait à flot et son prix était exorbitant. En 1876, on croisait à Deadwood toutes sortes de gens. Des Chinois qui tenaient des blanchisseries et des magasins. À terme, ils importèrent des articles en provenance de Chine et développèrent un véritable quartier chinois. Il y avait bien sûr de nombreux mineurs.
plus ou moins expérimentés. Des rumeurs couraient sur le fait que certains d'entre eux étaient même parvenus à extraire pour 1 500 000 $ d'or. C'était un travail extrêmement périlleux et éreintant que d'extraire cet or. Ils devaient creuser sous terre et comme ils ne consolidaient pas les voûtes au-dessus d'eux, ils pouvaient mourir lors d'un éboulement. Mais que pouvait bien faire Calamity Jane à Deadwood pour gagner sa vie? Tout porte à croire qu'elle travaillait dans des lieux comme le Gem Theater, où la distinction entre danseuse et prostituée était plutôt floue. À cette époque, le Gem Theater était l'une des salles de spectacle les plus populaires de Deadwood. En réalité, ce genre d'endroit faisait à la fois office de saloon, de salle de jeu, de théâtre de variété, de bordel et de tout ce qui pouvait divertir les hommes. À l'intérieur du Gem Theater, le long des murs, il y avait une série de loges comme on peut en trouver dans des théâtres classiques aujourd'hui. Sauf que ces loges disposaient de rideaux que l'on pouvait tirer afin de s'isoler de la salle. Donc, lorsqu'un homme souhaitait passer un peu de bon temps avec une fille en privé, il lui suffisait de tirer les rideaux et elle lui apportait de l'alcool et tout ce qui pouvait le satisfaire. Double vie pour Martha. La nuit, elle s'exhibe en jupon derrière les rideaux du Gem Theater. Le jour, elle revêt ses pantalons en daim, son ceinturon et sa veste à franges. C'est à cette époque qu'elle croisa la route de Horatio Maguire, un journaliste de l'Est venu à Deadwood pour réaliser un reportage promotionnel sur la région des Black Hills. Lorsqu'il aperçut Martha habillée en homme sur son cheval, il s'empressa de lui consacrer un article. Et voilà que cette petite histoire de Calamity Jane parvient jusqu'à la côte est du pays. C'est là que Edward Wheeler, un romancier originaire de Pennsylvanie, prend connaissance de cet article. Comme la plupart des auteurs de dime novels, Edward Wheeler avait pour habitude de planter le décor de ses histoires dans l'Ouest, quand bien même il n'y avait jamais mis les pieds. Wheeler écrivait une série sur Deadwood, inventant un personnage du nom de Deadwood Dick et lui associa une acolyte, Calamity Jane. Ils devinrent les deux héros de ce feuilleton. Les dime novels étaient des romans feuilletons très populaires, vendus au prix bon marché de 10 cents. Apparus à la fin des années 1870, ils allaient contribuer à forger les mythes de la conquête de l'Ouest. Calamity Jane y apparaissait comme la compagne de Deadwood Dick. Couple de justiciers invincibles, ils accomplissaient des exploits héroïques et vivaient une relation tumultueuse. Il y a un gouffre abyssal entre la véritable Calamity Jane et celle qui est représentée dans la série Deadwood Dick. On l'y voit traverser des canyons, crapahuter dans tout l'Ouest américain, vivre des aventures extraordinaires aux côtés de son complice Deadwood Dick. Bien qu'aucun de ces faits ne soit fondé, ils font partie intégrante de la légende qui s'est répandue. En quelques mois, Calamity Jane allait conquérir l'Amérique jusqu'à la côte Est. Son personnage d'aventurière fascinait les foules. Son surnom qui sentait la poudre et les grands espaces était sur toutes les lèvres. Selon toute vraisemblance, le surnom de Calamity Jane lui aurait été attribué à cause des histoires désastreuses dans lesquelles elle se serait impliquée. Ses faits d'armes, son attitude non conventionnelle quant à la place des femmes, ou bien encore le fait qu'elle se trouvait toujours là où toutes sortes de tragédies surgissaient. En 1878, une épidémie de variole submergea Deadwood.
Cette maladie était l'un des fléaux les plus redoutés des villes de l'Ouest. Les gens mouraient par centaines. Jamais là où on l'attend, Martha s'était isolée dans une cabane sur les hauteurs de la ville, acceptant de soigner les malades au péril de sa vie. Son surnom viendrait du fait qu'elle se soit occupée de malades en temps de calamité. Voici un épisode très révélateur de qui était Calamity. Un soir, elle descendit en ville pour trouver des provisions pour les malades qu'elle veillait. Sauf qu'elle sortit du magasin sans payer car elle n'avait pas d'argent. L'épicier la somma de s'acquitter de tout ce qu'elle avait dans les bras. En réaction, elle se mit à lui hurler dessus, à l'insulter, et elle dégaina son arme en faisant mine d'appuyer sur la gâchette, ce qu'elle n'aurait probablement jamais fait. Et elle fila remettre les provisions aux mineurs. Cette anecdote illustre parfaitement le paradoxe de Calamity Jane, à la fois si généreuse et dévouée, mais toujours à la limite de l'incontrôlable. Mais à Deadwood, on ne mourait pas que de la variole. Le 2 août 1876, le jeune Jack McCall, humilié d'avoir perdu au poker, assassine Wild Bill Hickok d'une balle dans le dos. À l'enterrement de Wild Bill, dans le cimetière qui surplombait la ville, Martha était inconsolable. La relation entre Calamity Jane et Wild Bill Hickok est une question délicate. Entre leur rencontre à Fort Laramie jusqu'à l'assassinat de Wild Bill par Jack McCall à Deadwood, il ne s'est écoulé que quelques semaines. Ça ne se compte ni en mois ni en années. En tout et pour tout, ils ont dû se connaître 5 ou 6 semaines. Nous ignorons la teneur exacte de leur relation, mais il est certain qu'il y avait un lien affectif qui les unissait. C'est pourquoi, dans l'imaginaire collectif, Calamity Jane et Wild Bill Hickok sont liés, et le sont encore aujourd'hui. Wild Bill ayant disparu, plus rien ne retenait Martha à Deadwood. Il était temps pour elle de reprendre la route. I'm gonna have a cowboy wedding when the stage is all abloom. Du Montana au Wyoming, elle allait de ville en ville, collectionnant les aventures et les cow-boys. Quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. À leur côté, elle tenait des ranchs, élevait du bétail ou gérait des saloons. Mais ça ne durait jamais bien longtemps. Son mode de vie farouchement indépendant déclenchait les plus folles rumeurs dans les journaux à scandale. Martha laissait dire. La presse prétendit que Calamity avait eu au moins 12 maris et qu'elle en avait abattu 2 ou 3. Foutaise. Mais elle a bel et bien fréquenté une demi-douzaine d'hommes avec qui elle vivait et qu'elle considérait comme des époux, quand bien même ils n'étaient pas unis devant la loi. Dans ce monde où les femmes n'existaient socialement qu'à travers leurs maris, Martha avait aussi besoin des hommes pour subvenir à ses besoins. Elle vécut un moment avec un cow-boy du nom de Frank King. Dans les journaux, on annonçait la naissance de son fils, Little Calamity. La presse de l'époque a en effet décrit Calamity Jane en train de pouponner son petit bébé dont elle était si fière, clamant haut et fort qu'un jour, il deviendrait président des États-Unis. Mais Little Calamity ne sera jamais président. Le garçon meurt prématurément alors qu'il n'est âgé que de quelques mois. À peine remise de cette tragédie, Martha croise la route d'un autre homme qui va bouleverser son existence.
Bill Steers fut probablement le mari le plus violent que Calamity Jane ait connu. Ils s'étaient rencontrés vers 1885 dans la région de Rawlins, dans le Wyoming. Il était cheminot, il avait 10 ans de moins qu'elle. Ce fut une relation tumultueuse. Steers la battait. Il était terriblement violent. Un jour, il se servit même d'une clé à molette. Par 3 fois, elle le fit mettre en prison pour l'avoir frappé. Parfois, elle arrivait avec un œil au beurre noir et des bleus au visage. Et pourtant, elle restait avec lui. En 1887, ils allèrent dans l'Idaho et s'y marièrent. Nous avons retrouvé le certificat de mariage entre Martha Canary et Bill Steers. Et selon moi, si elle s'est mariée avec lui, c'est uniquement parce que l'année précédente, elle avait donné naissance à une fille et que cette union lui permettait d'être reconnue et légitime. Une fois de plus, le rêve de Martha de fonder une famille s'effondrait. Pour échapper à la violence de son mari, elle partit sur les routes, emmenant sa fille Jessie avec elle pour un long voyage à travers l'Ouest. Avec le chemin de fer, la civilisation s'emparait du monde sauvage. Les gens de l'Est débarquaient désormais en train par milliers pour cultiver les terres. Le fil de fer barbelé envahissait le paysage. Exterminés pour leur fourrure à l'incitation du gouvernement fédéral, les bisons disparaissaient des plaines de l'Ouest, et avec eux, les Indiens affamés. Spoliés de leurs terres, les tribus étaient parquées dans des réserves. En 1890, la bataille de Wounded Knee mit un terme au conflit indien, marquant définitivement la domination de l'homme blanc sur l'Ouest américain. On a appelé ça une bataille, la bataille de Wounded Knee. Et encore aujourd'hui, certaines personnes emploient ce terme. Mais cela ne fait aucun doute qu'il s'agissait bel et bien d'un massacre. Environ 300 personnes ont péri sur le champ ou à la suite de leurs blessures. La plupart étaient des personnes âgées, des femmes, des enfants, des bébés. Ils ont utilisé contre eux des canons Hotchkiss, qui ont une immense puissance de feu. Plusieurs membres de ma famille sont morts là-bas. Si vous vous rendez sur place, vous verrez leurs noms gravés sur les stèles. Un des membres de ma famille était une mère avec son bébé. Elle s'est enfuie à cheval en portant son bébé sur son dos jusqu'au Badland, où elle se croyait en sécurité. Après une poursuite effrénée, elle s'est arrêtée pour s'assurer que son bébé allait bien. Mais il était mort. Il avait été déchiqueté par des impacts de balles alors qu'il était sur son dos. 2 enfants au moins ont survécu à ce massacre. L'un d'eux se nommait Lost Bird. C'était un tout petit bébé. Elle fut miraculeusement retrouvée vivante sous le cadavre de sa mère. Il existe un livre sur l'histoire de Lost Bird, qui vécut jusqu'à l'âge de 27 ans. Elle avait été adoptée par un certain lieutenant Colby qui paradait avec elle et l'exhibait partout, tel un trophée de guerre. Le Far West sauvage tel que l'avait connu Martha était en train de disparaître. Ensemble, elle et Jessie voyageaient de ville en ville. En 10 ans, elles déménagèrent plus d'une vingtaine de fois. Serveuses dans les saloons, lingères dans les maisons de prostitution. Martha allait là où il y avait du travail. Elle acceptait tout ce qu'elle trouvait pour élever sa fille. Dans la presse, Calamity Jane accomplissait toujours des exploits extraordinaires. Elle était la reine de l'Ouest sauvage. La femme la plus redoutée des bandits. Celle qui dégainait plus vite qu'un escadron tout entier.
Les journalistes inventaient n'importe quoi pour vendre leurs papiers. Dans tous les films mettant en scène Calamity Jane, on ne la voit que très rarement vêtue d'une robe. L'image qu'on retient d'elle est cette photo de 1876 à Deadwood, en peau de daim, habillée en éclaireuse. Mais, à y regarder de plus près, sur les autres photographies de Martha Canary, prises dans la rue, sur le vif, les clichés de la vie quotidienne, elle porte une robe. Une robe ordinaire pour une femme ordinaire. En ville, on les observait comme des bêtes curieuses. Les gens s'étonnaient de découvrir que Calamity Jane ne portait pas son revolver et ses pantalons de cow-boy. Ils voulaient la légende. La réalité était bien différente. Martha aspirait à être une femme comme les autres, mais sa réputation sulfureuse la poursuivait. Imaginez comme cela devait être difficile d'être la fille de Calamity Jane. À l'école, les enfants lui jetaient des pierres en s'écriant « Calamity Jane, Calamity Jane » et se moquaient d'elle. La notoriété de sa mère lui rendait la vie beaucoup plus difficile. Et c'est sans mentionner qu'à l'époque, sa mère faisait les gros titres des journaux à cause de ses problèmes d'alcool. Clairement, l'enfance de Jessie a dû être épouvantablement douloureuse. En 1895, fatiguée de toutes ces années d'errance, Martha revint dans le seul endroit où elle s'était sentie un peu chez elle, Deadwood. Mais la ville qu'elle avait connue n'était plus la même. Seuls quelques bâtisses d'antan subsistaient, dispersées sur les collines. Deadwood avait énormément changé, car ils voulaient se débarrasser de leur mauvaise réputation de ville minière. Ils souhaitaient être reconnus comme un centre d'affaires et de commerce. Ils ont donc fait beaucoup de promotions autour de leur banque d'État, de leur ravissante école, de leurs élégants magasins et de leur hôtel en pierre flambant neuf. Il y avait aussi l'électricité, l'eau courante et une caserne de pompiers. Ils tentaient de changer l'image de Deadwood et cela fonctionnait bien. À son arrivée en ville, tous ceux qu'elle avait connus au temps de la ruée vers l'or étaient là pour accueillir Martha. 15 ans avaient passé. Le visage flétri, le corps lourd, vêtue d'une robe noire et usée, la légendaire Calamity Jane n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le shérif et les notables de la ville, apitoyés par son dénuement, organisèrent un bal de charité. La recette devait servir à l'éducation de sa fille. Mais au petit matin, retombant dans ses vieux travers, Martha avait dilapidé l'argent, payant tournée sur tournée à ses compagnons de beuverie. Sans un sou, n'ayant nulle part où aller, elle s'installa avec sa fille dans une modeste cabane au-dessus de la ville. C'est là qu'une chroniqueuse de l'Est lui rendit visite. Lassée des ragots de la presse à scandale, Martha ne portait plus les journalistes dans son cœur. Mais la jeune femme, différente de tous ceux qu'elle avait rencontrés jusqu'alors, parvint à gagner sa confiance. I'm so glad you come. So nice to talk to decent folks. I was a tough woman. I lived a bad life. Just like all them that makes mistakes, I didn't see it till it was too late. I'd like to be respectable, but nobody'll notice me. They just say, there's old Calamity Jane. I'm getting old, can't work. I'm nobody nowadays. All I ask is to be spared and have my health so
my little girl can get an education. So, when I do go, she have some way to support herself if she don't get married. Had a little boy, but he died. I don't care what they say about me, but I want my daughter to be honest and respectable. She's my only reason for living. L'existence de Calamity Jane est pleine de contradictions. Lors de cette interview en 1896, elle se présente comme une pionnière, comme une mère, comme une personne qui se veut respectable. Et au même moment, dans le même mois, elle part sur les routes faire la tournée d'un spectacle où elle s'exhibe en femme sauvage de l'Ouest. Mais laquelle des deux est Calamity Jane? L'épouse et la mère, ou bien le personnage de Far West? Je dirais les deux. Et c'est ainsi que nous devrions la voir, comme Martha Canary et Calamity Jane. Rattrapée par la célébrité, Martha devait à nouveau endosser le costume de Calamity Jane. Ne pouvant plus assurer son éducation, elle confia Jessie aux sœurs catholiques d'un pensionnat non loin de Deadwood. Minneapolis, Chicago, Cincinnati ou encore Philadelphie. Martha avait décroché un contrat de 3 mois à travers l'est du pays. À raison de 2 représentations par jour, la troupe de Colin Middleton lui proposait $50 par semaine, là où un cow-boy n'en gagnait guère plus de 30 ou 40 par mois. Les spectacles de Cole et Middleton faisaient partie du mouvement des Dime Museum. C'étaient des expositions de phénomènes de foire. On y trouvait par exemple des individus aux membres déformés, avec un 3e bras, des animaux avec un tronc au mauvais endroit, et il y avait Monumental Mini, qui pesait plus de 140 kilos et devait se faire transporter sur un chariot. Lorsque Calamity intégra la tournée, Cole et Middleton en firent une publicité racoleuse, la vendant comme une tueuse d'Indiens, une sorte de hors-la-loi avec un couteau entre les dents. Comme les créatures du cirque Barnum, elle était devenue un extraordinaire phénomène de foire. Avant son départ, un photographe de Deadwood réalisa de nombreux clichés d'elle, posant sous toutes les coutures, parfois assise, parfois debout, avec ou sans armes. Des images que l'on retrouve souvent dans les livres. C'est la Calamity Jane, femme de spectacle. Et dans ce spectacle, Martha Canary, debout sur la scène en costume de daim, racontait sa vie d'éclaireuse en brodant sur ses exploits. Elle était illettrée, mais ses récits furent couchés sur le papier, publiés et vendus dans les Dime Museum sous le titre d'autobiographie de Calamity Jane. Après 1895, l'un des seuls moyens qu'elle avait pour survivre était de vendre ses photos et son autobiographie. Elle vagabondait ainsi de ville en ville. À Yellowstone Park, après 1 an de vente sous le manteau, elle avait finalement obtenu une autorisation légale. Elle a véritablement vécu sur son nom et sa célébrité. And her fame, and people, bought her pamphlets and her photos.
Au début de l'année 1901, l'état de santé de Calamity s'était énormément détérioré, en grande partie à cause de ses problèmes liés à l'alcool. Elle vivait dans des cabanes abandonnées ou demandait refuge là où elle pouvait. Elle était vieille avant l'âge, incapable de garder un travail ou d'entretenir une relation amoureuse. Elle errait de ville en ville, et cela a dû être une des expériences les plus sordides qui soient. Martha se laissait peu à peu sombrer. En 1901, on la retrouva à la rue, sale, malade, dans le dénuement le plus total. Contrainte de séjourner à l'hospice, elle fut définitivement séparée de sa fille. Comme Martha dans son enfance, Jessie fut placée dans une famille d'accueil. Personne n'a jamais su ce qu'elle est devenue. En 1901, une protagoniste des plus intéressantes surgit dans la vie de Calamity en la personne de Josephine Brake, une journaliste venue de la côte Est. Apprenant par les journaux que Calamity avait été placée à l'hospice, elle avait fait le voyage jusqu'à l'Ouest pour la ramener avec elle et tenter de la sauver. Quelques éléments nous indiquent que Josephine Brake avait été recrutée par l'exposition panaméricaine qui souhaitait faire venir Calamity et en faire l'une de ses invitées de marque. Ce voyage jusqu'à l'Est fut une épopée tragicomique. Car il était convenu que Calamity ne pourrait obtenir d'alcool sans en demander la permission. Or, elle réclama à boire en permanence, ce qui rendit la tâche de Josephine Brake plutôt ardue. Calamity chiquait, fumait des cigares, somnolait en permanence. Madame Brake ne s'attendait certainement pas à un tel défi. À Buffalo, dans l'État de New York, Martha était à des milliers de kilomètres de chez elle. Les gratte-ciel, les rues grouillantes de voitures, la foule incessante sur les trottoirs. À l'aube du nouveau siècle, Martha débarquait dans un monde hostile et sauvage. L'exposition panaméricaine de 1901 était un grand événement, de l'envergure d'une exposition universelle. Y étaient présentés toutes sortes de métiers et de savoir-faire. Il y avait aussi des tribus indiennes qui défilaient et qui posaient pour les photos, ainsi qu'un musée où l'on exposait des objets anciens. Et il y avait aussi Buffalo Bill. À l'exposition panaméricaine, l'une des attractions phares était le célèbre Wild West Show que Buffalo Bill avait créé 20 ans plus tôt. En quelques tableaux hauts en couleur, il relatait l'histoire de la conquête de l'Ouest, évoquant une époque à jamais disparue. Tout le monde croyait que Calamity Jane, la tueuse d'Indiens, faisait partie du programme. Mais Buffalo Bill, en homme d'affaires avisé, s'était bien gardé d'embaucher une personnalité qu'il savait instable et sulfureuse. Martha s'était fait engager dans un autre show, à l'initiative de Josephine Brake, qui se disait son agent. Elle espérait en tirer quelques dollars. À Buffalo, Calamity a fini par se brouiller avec Josephine Brake, car celle-ci gardait tout son argent afin qu'elle ne le dépense pas dans l'alcool.
Calamity s'est sentie abusée et a préféré signer seule un contrat pour un autre show, le Congrès indien de Frederick Cummings. Elle dépensa alors tout son argent pour se saouler dans les saloons du coin et fit un bref passage en prison. Nous avons une intrigante photo de Calamity à l'exposition panaméricaine. Elle est sur son cheval et semble misérable. Elle était fauchée, elle était retombée dans l'alcool, et ce cliché incarne bien toute sa tristesse et tout son malheur. Elle a l'air pitoyable, ses épaules sont voûtées, son visage est grave. On regarde cette photo et on se dit que cette femme ne veut qu'une seule chose, retourner chez elle, dans l'Ouest. Martha Canary ne pouvait pas supporter ni comprendre la vie dans l'Est. Elle n'était pas quelqu'un de respectable, dans le sens où elle ne s'habillait pas comme il fallait, ne mangeait pas comme il fallait, ne se comportait pas comme il fallait. Elle était l'archétype de la femme issue de classes populaires des petites villes minières. Puis elle alla voir Buffalo Bill et lui dit « Ils ont eu ma peau, Buffalo Bill. Envoie-moi à l'Ouest. » Et il lui paya son billet de retour. Après son départ de la Panaméricaine, Calamity fut confrontée à de nouvelles épreuves. Tout d'abord, comment allait-elle gagner sa vie sans travail? Elle fit comme d'habitude. Elle s'occupait des malades, elle faisait le ménage. Mais très vite, elle se retrouvait de nouveau sur la route. Elle vivait quasiment au jour le jour, de plus en plus rongée par l'alcool, sans mari et loin de sa fille Jessie, avec ce sentiment grandissant que rien n'était plus pareil dans l'Ouest. À son retour à l'Ouest, les journaux lui firent un accueil plutôt mitigé. Quand elle arrivait en ville, qu'elle se mettait à boire et finissait sous les verrous, la presse l'accablait. L'Ouest n'était plus celui qu'elle avait connu dans sa jeunesse. Les choses avaient changé. Les gens étaient devenus respectables et sophistiqués. Il fallait qu'elle s'adapte. Au cours de son existence, elle a connu les grandes guerres indiennes de 1876, la dernière bataille de Custer, la ruée vers l'or de Deadwood, l'incroyable odyssée de la conquête de l'Ouest. À elle seule, elle symbolisait tout cela. Mais son drame, c'est que d'une certaine manière, elle continuait de vivre dans ce passé imaginaire sans pouvoir s'adapter au présent. Terry, dans le sud Dakota, une petite ville minière située à seulement 1 kilomètre de Deadwood. Après de longs mois d'errance, c'est ici, dans une petite chambre d'hôtel isolée, à l'abri des regards, que Martha élut sa dernière demeure. Souffrante, refusant toute assistance, en ce 1er août 1903, Calamity Jane arrivait au terme de son voyage.
Les funérailles de Calamity Jane en 1903 sont révélatrices de l'image qu'elle avait auprès des gens de son époque. La population de Deadwood décida de lui offrir une cérémonie à la hauteur. Sans doute que la ville, par nostalgie, éprouvait le besoin de rendre hommage au bon vieux temps. Sans doute y avait-il une part de respect pour celle qu'elle était. Que l'on se positionne du côté de la légende ou de la réalité, la femme qui aida durant les épidémies était sans nul doute forte et courageuse. Elle faisait partie de Deadwood. Les gens vinrent nombreux à la cérémonie. L'église était pleine, il y avait des fleurs partout. Et bien sûr, suivant la tradition de l'Ouest, ils l'inhumèrent aux côtés de Wild Billy Cobb. Sur le chemin du retour, après avoir déambulé un temps au cimetière, quelqu'un s'écria « Prenons un verre en l'honneur de Calamity ». Ils savaient que Calamity aurait pris un verre. Ils se précipitèrent dans les bars et trinquèrent en son honneur. La dernière photo de Calamity Jane fut prise quelques jours avant sa mort, devant la tombe de Wild Bill. En 1903, l'attraction touristique majeure à Deadwood était la tombe de Wild Bill. En immortalisant cette pose, elle se marie, et j'emploie bien le terme mariée, elle se marie d'une certaine manière à l'Ouest légendaire, et peut-être même à Wild Bill. Un cliché posthume qui reflète la dernière déclaration qu'elle aurait faite. « Enterrez-moi aux côtés de Wild Bill ». Sans doute pensait-elle que ce mariage, au sens figuré, donnerait un sens à sa vie. Tout le monde pensait qu'elle n'était qu'une vieille femme lorsqu'elle est morte. Elle avait à peine 47 ans. En disparaissant, elle emportait le Far West avec elle dans sa tombe. Le monde sauvage avait cédé la place à la modernité. Les villes de l'Ouest n'avaient plus rien à envier à celles de l'Est. Cette année-là, l'industrie du cinéma naissante produisait un western, le premier d'une longue série qui allait contribuer à forger le mythe de la conquête de l'Ouest. Aux côtés de Buffalo Bill ou Wild Billy Cobb, Calamity Jane devenait elle aussi une légende. Qui se souviendrait de sa véritable existence? Son nom était Martha Canary. Son nom est Calamity Jane. Calamity Jane Canary. I'll tell you a story of fortune and glory that came to a Mexican vendor. This peon hillbilly made wonderful chili. Each bean was delicious and tender. His crops were all bumpers of Mexican jumpers. The beans were as sprightly as L. A guy could do this, sir, just open his kissers. The beans would jump in by themselves.